Bonsoir à tous et merci à vous tous de la région de venir participer avec nous à cette première séance de formation continue par l'intermédiaire d'Internet, forcément, puisque le virus se met en travers de notre pas bien qu'on trouve un moyen pour le dépasser. La séance se déroulera comme elle se déroulait antérieurement dans sa dualité, sauf que, bien sûr, vous l'avez déjà compris, nous passons par Internet pour communiquer, ce qui n'a pas la chaleur que une connexion au barreau. La séance va se dérouler comme au barreau ça se déroulait. Je vais demander au docteur Jean-François André de vous faire un topo de la séance et de présenter notre orateur de ce soir. Bonne soirée à tous et j'en profite pour vous souhaiter pour vous et votre famille les meilleurs vœux de Noël et de Nouvel An. Et alors, une recommandation, gardez-vous du virus et bonne soirée. Bonsoir à tous. Grand merci de votre présence à mon côté. Ceci est une première. Donc, l'MFG, pour la première fois, passe par voie numérique. Comment vont se passer les séances? Cette séance-ci, nous accueillons le professeur Constant. Il sera présenté par le docteur Neuf, juste après mon intervention. Les prochaines fois, nous aurons le soutien de firmes pharmaceutiques pour pouvoir assurer cette partie technique. Donc, il y aura une petite présentation d'une dizaine de minutes, suivie de la présentation de l'orateur ou des orateurs, et nous terminerons par la présentation qui est programmée. Donc, comme vous l'avez pu le voir dans le programme, nous aurons le professeur Michel qui parlera de la thématique de l'adolescence, on aura toute une équipe qui viendra nous parler du transgenre, on aura un lieutenant-colonel qui viendra nous parler des avancées médicales pendant l'éducation. Toutes ces présentations se font sur ce mot-ci et en fonction un peu de la façon dont les choses sont passées, nous allons essayer d'améliorer au maximum notre présentation. Trois petites choses, restez bien connectés, qui nous permettra de valider votre présence de cette visite ce soir. Vous n'avez pas l'occasion de voir la présentation, vous n'aurez pas. Il y a un problème, excusez-moi, vous aurez l'occasion de pouvoir la regarder pendant les 2 prochaines semaines avec un clé d'une activité. Je pense que, voilà, je vais citer la parole au directeur. Bonsoir à tous, je suis le docteur Noël, je suis modérateur et avec moi vous avez le professeur Émile Constant de l'UCL. Le professeur Émile Constant est diplômé psychiatre de l'UCL de 2019. Ensuite, il a été pendant de nombreuses années chef de service à Saint-Luc à Bruxelles, dans la clinique universitaire de l'UCL. Et puis il a un peu réorienté sa carrière récemment. Depuis quelques années, maintenant, il est maître directeur à la clinique de présentation à Agen. Et il consulte, il a toujours une activité d'enseignant lycéen, mais il consulte souvent en réunion. Je lui ai la parole, il va nous parler des psychotropes en métier général, avec un focus surtout sur dépression, troubles anxieux, bipolarité, etc. Je lui ai la parole. Donc, le permet. Je suis très honoré d'être parmi vous ce soir pour cette présentation effectivement de l'usage des psychotropes en médecine générale. Alors voici ce que j'ai prévu de présenter. Pour un peu la vision continue.
effectivement, je vais vous rappeler une fréquence à dépression majeure unipolaire tout d'abord, que le médicament français, et puis nous parlerons ensemble du traitement des troubles anxieux, du trouble bipolaire en médecine générale, et enfin des antipsychotiques en médecine générale. Alors, pas de panique, on n'est pas pour 2 heures, je vais passer plus de temps sur la première partie, puis on est parti les autres parties. Commençons par la dépression majeure unipolaire en médecine générale, qui est évidemment présente. Comment le définir? Je pense que vous le savez particulièrement bien. Il y a plusieurs symptômes qui interviennent, mais il y en a 2 qui sont plus importants. C'est certainement l'humeur décidée et c'est l'anémie-demande de réussir que l'on a les activités que l'on est fait. Ça, c'est vraiment les 2 symptômes qui activent. Et puis alors, après ça, il y a toute une série de symptômes qui peuvent aller dans un sens ou dans l'autre. On peut avoir de l'insomnie, de l'insomnie. L'appétit peut être augmenté, peut être diminué. Il y a souvent de la fatigue également qui est présente. La culpabilité est importante. Et puis alors, il y a des problèmes cognitifs et dans les décisions. Il y a des difficultés. Donc, 2 questions. En médecine générale, si on suspecte une dépression, la première question, c'est effectivement, est-ce qu'il y a de la tristesse, est-ce qu'il y a de la négativité? Il y a un diagnostic différentiel à faire, certainement. Donc, quand cette symptomatologie est présente, je disais tout à l'heure qu'on peut avoir des tableaux dépressifs avec hypersonie et hyperfatigue. Il y a un diagnostic différentiel important à faire, c'est la dépression saisonnière. Il dit bien que les patients qui sont quelque part des écrivains, qui hibernent l'hiver, eh bien, ont plus de chances d'avoir de l'hypersonie, évidemment, et de l'hyperfatigue. Si ce n'est pas le cas, il faut penser à la dépression bipolaire, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis alors, il faut écrire aussi, bien sûr, vous savez, en médecine générale, tous les problèmes d'hypothyroïdie, certainement, on y pense. Chez des patients, alors, déprimés, plus âgés, qui n'ont jamais eu d'antécédents dépressifs, pensez que la dépression peut être un problème du Parkinson, de la démence médicale. Et puis, il y a certainement la bipolarité, j'ai fait un jeu qui est un facteur important, le deuil pathologique, peut se compliquer d'une dépression, et puis il y a des situations psychiatriques, et puis des médicaments que l'on utilise, y compris en médecine générale, peuvent induire de la dépression. Il y a les bêta-glucanes, mais il y a aussi le corticoïde, même s'ils peuvent induire l'inverse, plutôt à l'état cardiaque, la méthodique, le Valium, c'est vraiment pire de part. Et puis il y a les toxiques. L'alcool n'est pas seulement l'alcool, le cannabis qui est permettant. Et puis alors il y a des phénomènes de pétrage, de substance, de points d'antécine, souvent à la cocaïne, et puis il y a les fameux burn-out également. Un diagnostic différentiel avec le burn-out, vous ne devez pas m'y attaquer ici, je dirais simplement, pensez que le burn-out n'est pas un trouble de l'humeur, alors que la dépression est un trouble de l'humeur. Donc, dans le burn-out, c'est surtout la fatigue et la symptomatologie physique qui va prédominer. Dans la dépression, c'est surtout le vécu de tristesse et la mélancolie, de manque de plaisir, de l'activité dans la vie de tous les jours. Vous le savez, il est aussi évidemment très important de voir s'il y a des situations suicidaires. Et dire qu'il y en a ne suffit pas. Est-ce qu'il y a vraiment un projet suicidaire, un plan, ou bien est-ce que c'est simplement une utilisation suicidaire passive? Est-ce que mieux de faire si je ne fais pas, ce n'est pas la même chose par rapport au risque de passage? Je me rappelle que n'induit pas d'idée suicidaire, parce que ce n'est pas en parlant d'idées suicidaires qu'on va les induire, et qu'on fait parfois les patients très contents on peut apporter ce point parce que sans vérité de pouvoir en parler, alors que c'est quelque chose qui angoisse beaucoup. Et puis aussi, la difficulté, c'est évidemment qu'on analyse des tentatives de suicide, telles que le risque de réussite sur le suicide est proportionnel au nombre de tentatives que l'on fait. Alors, ce n'est pas la
même chose chez l'homme et chez la femme, hein, justement, parce que ce que les hommes passent par là, les hommes ont plus de risques de réussir l'impossible parce qu'ils utilisent des moyens qui du violence, forcément, les distractions, les attaques, la pendaison, alors que chez la femme, c'est plutôt des tentatives de suicide. Et remarque également, les patients agités et anxieux passeront plus facilement à l'acte à exercer des identiques que des patients qui sont ralentis et le plan de. Maintenant, venons-en au fait. Qu'est-ce qu'on va proposer concrètement? Ça va dépendre du type de dépression que l'on a. Si l'intensité de la dépression est légère, on sait que parfois le soutien que vous faites en médecine générale, voire parfois avec des psychologues de première ligne, parfois peut suffire. Il est nécessaire de toujours méditer. Et au plus l'intensité de la dépression devient importante, au plus la place de l'antidépresseur devient importante. Mais je veux dire 1 plus 1 égale point. L'antidépresseur combiné à une forme de psychothérapie, certainement, apporte plus que leur idée. Maintenant, si vous avez décidé de méditer, vers quelle place de volonté allez-vous? Vous allez voir que j'ai mis souvent dans ma présentation des mots en rouge, ça veut dire des mots qui me semblent importants en médecine générale de leur enregistrement. C'est souvent des messages. D'abord, la sérotonine. Ce n'est pas pour rien que les inhibiteurs sélectifs de la sérotonine sont le plus prescrits, parce que c'est souvent la première ligne que l'on va vouloir utiliser. La même chose, on verra dans le pouvoir, c'est la même chose, par exemple, dans le cas de stress post-traumatique. C'est souvent la sérotonine qui est pratique. Et puis, on peut penser à la noradrénaline et éventuellement la dopamine. Alors, ces neurotransmetteurs, il est connecté. La sérotonine, c'est le socle de base, parce qu'on va déjà agir avec la sérotonine sur l'anxiété, mais aussi sur le stress. La noradrénaline et l'adrénaline, ça va être plutôt sur déjà la motivation, l'énergie, et la dopamine, c'est vraiment le plaisir. C'est vraiment la certitude du plaisir. Donc, parfois, en agissant uniquement sur la sérotonine, tout le tableau dépressif va s'améliorer. Parfois, ça ne va pas suffire et il faudra aller utiliser la noradrénaline, voire la dopamine. Ce tableau est un tableau qui reprend précisément ce qu'il faut faire lorsque le patient a des symptômes résiduels en fonction du type de neurotransmetteur monoaminergique et de. Vous voyez que l'humeur dépressive dépend essentiellement de sérotonine, diminution de sérotonine, diminution de noradrénaline. La diminution du plaisir, on l'a dit, c'est en rapport avec la diminution de dopamine. Donc, un patient chez qui on instaure un traitement antidépresseur sérotoninactif et qui continue de présenter une anédonie et manque de plaisir dans les activités de plaisir, il sera peut-être intéressant d'aller lui mettre un peu de bupropion, un peu de Wellbutrin au-dessus du sérotoninactif pour aller viser cette diminution de plaisir dans les activités qu'il est habitué. Le poids, c'est essentiellement la sérotonine. L'insomnie, c'est souvent une diminution de sérotonine. Ceux qui dorment trop, c'est souvent une diminution de sérotonine. L'agitation, c'est souvent une diminution de sérotonine. Alors que le retard psychologique, c'est souvent une diminution de sérotonine. La fatigue, le manque d'énergie, c'est la dopamine. La culpabilité excessive, c'est la sérotonine. Les troubles cognitifs, c'est l'adrénaline et l'opamine. Et les idées suicidaires, c'est surtout la sérotonine et la dopamine. Donc, vous voyez qu'en fonction de la symptomatologie résiduelle, on peut aller citer de manière plus précise les symptômes résiduels. Pour nous médecins, il est évidemment important de se dire quels sont les premiers symptômes à s'améliorer lorsqu'on instaure un traitement antidépresseur. Alors, vous savez, c'est une étude dans les 2 premières semaines, quand vous voyez une patient, souvent, et les infecteurs un peu concentrés, contrôler un peu mieux. Mais il est tout aussi détaillé. Donc, attention au passage à l'acte suicidaire. Si moi j'ai des idées noires qui sont toujours bien présentes, mais que je suis moins anxieux, je vais prendre parce que peut-être la porte est au-dessus, et je vais aller dans mon premier, parce que je serai moins anxieux de le faire. Donc, attention à l'arrivée de les 3-4 semaines, c'est une heure qui s'améliore, qui est début aussi, et puis il faut attendre plus longtemps pour l'amélioration de la cognition. Maintenant, que peut-on faire? Après combien de temps
et donc évaluer le traitement que l'on a. Vous savez bien les recommandations, des guidelines, comme on dit, comme longues, des recommandations internationales. Mais après combien de temps faut-il évaluer le traitement que l'on a? Les Britanniques ont fait des recommandations particulièrement intéressantes et nous disent faites le point après 4 semaines. De nouveau, et ça a été un petit général, 4 semaines, c'est la table. Voilà, là, c'est intéressant de revoir comment ça fonctionne. Si la réponse est tout à fait légère, parce qu'on utilise le concept de présenter comment c'était très informatif, mais il est toujours aussi amélioré, aussi efficace. Attendez encore plus à 4 semaines. Par contre, s'il n'y a rien du tout, eh bien là, il faut poser des questions et il faut peut-être envisager l'étape suivante. On verra ce que l'étape suivante vient de faire. Puis, si ça ne répond pas bien, vérifiez la dose. Il y a toujours des patients qui auront laissé une faible dose. Et puis, les patients, bien sûr, ne prennent pas les médications pour leur prescription aussi. Mais peut-être qu'il faut revoir les diagnostics, n'avoir pas des patients qui de la personnalité, chez qui la réponse et le traitement est moins bonne. Et puis, alors, l'hypothyroïdie, c'est toujours bien la des patients qui présentent une hypothyroïdie clinée ou une surprise qui fait que sa réponse au traitement ne va pas être efficace. Il y a des gens qui sont, vous savez, en difficulté en médecine générale, notamment, vous savez bien que les patients qui sont avec des risques sociaux particulièrement importants, qu'on a beau faire ce que l'on veut, ça va être très compliqué, évidemment, de les vérifier. Si vous vous êtes laissé un peu du temps, si vous êtes laissé un peu du temps, on refait le point après 6 à 8 semaines de traitement. Donc, 6 à 8 semaines depuis l'instauration. Aujourd'hui, la réponse est modérée ou importante. On continue le traitement, il y a alors un traitement par seconde, et là, on envisage vraiment quelque chose d'autre, ça fait déjà trop longtemps que l'on a attendu. Maintenant, si vous décidez d'aller vers quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on augmente la dose de l'antidépresseur? On va vers un autre antidépresseur, on ajoute un deuxième antidépresseur, on ajoute un autre psychotrope, on va voir lequel, ou bien on ajoute de la psychothérapie. Ben, toutes ces réponses sont finalement bonnes. Ce sont toutes des options qui peuvent se défendre, mais pas n'importe comment, vous en voir. Si vous décidez d'ajouter un autre médicament, vous pouvez faire un petit sondage parmi vous. Est-ce que vous allez mettre du lithium, un antipsychotique atypique, des hormones thyroïdiennes, un psychostimulant, un deuxième antidépresseur, des œstrogènes, plus la testostérone? De nouveau, toutes les options sont possibles. Si vous prenez le textbook de psychiatrie, toutes ces options sont possibles. Néanmoins, vous et moi, on ne va pas nécessairement les attribuer. Que nous disent les recommandations? Quand est-ce qu'il faut penser à augmenter la dose d'un antidépresseur? Il faut augmenter la dose si on avait au moins une réponse partielle et qu'il était bien toléré. Mais ce n'est pas tout. Regardez, j'ai mis en rouge de nouveaux messages clés en médecine générale. Il faut encore que ce soit un antidépresseur à effet dose 80. Tous les antidépresseurs n'augmentent pas leur efficacité antidépressive en augmentant la dose. Vous augmentez le taux plasmatique, mais vous n'augmentez pas nécessairement l'efficacité. Ceux qui ont un effet dose-réponse vraiment important, c'est la diloxétine, c'est la venlafaxine, l'escitalopram, l'étricycline et vraisemblablement la sertraline. La sertraline, ça peut être discuté dans une recommandation à l'autre, mais en général, ce sont ces 4 classes pour l'étricycline ou molécules pour les autres qui sont vraiment reconnues comme les choses. Vous voyez que la paroxétine, par exemple, c'est plus fort. Donc ça veut dire qu'augmenter la dose de paroxétine ou augmenter le plasmatique, mais ça ne va pas nécessairement augmenter l'efficacité antidépressive. Alors que, par exemple, dans le trouble anxieux, quand on parlerait, augmenter la paroxétine peut augmenter notamment son efficacité dans les tops, mais pas vraiment sur la dépression. Quand est-ce qu'il faut penser à switcher vers un autre antidépresseur? Ben, si vous n'aviez pas cette première, le patient n'est pas moins anxieux, mais d'autres pas moins. En plus, les effets secondaires sont déjà importants. Alors, vous pouvez
rester dans la même classe en switchant ou bien alors aller d'une classe vers une autre. Quand est-ce qu'il faut aller d'une classe vers une autre, nous dit ce Titanic, si vous avez plus d'un échec dans la même classe? Ça veut dire, si votre famille, que vous êtes dans la partie, des professeurs, si vous avez essayé plus d'un nécessaire. Est-ce que vous faites ça en pratique clinique? Je ne pense pas. Moi non plus. Donc, c'est tout à fait discuté. Pourquoi nous disent-ils ça, les Titanic? Parce qu'ils disent tous les SSRI n'ont pas la même puissance d'efficacité. Ils veulent dire ceci, si vous avez mis un citralexin, un escitalopram, que vous avez augmenté la dose, est-ce que vous allez encore prendre la peine d'aller mettre une paroxétine qui peut-être une sertraline qui peut pas? Par contre, si vous avez une chance, que ça n'a pas été en appareil, vaut peut-être la peine d'essayer de mettre un citralexin. Parce que vous quand même une molécule plus puissante dans la classe avant d'aller vers les professeurs, et la bioxytine, vers le Cymbalta. Donc, il faut toujours recontextualiser le cadre dans lequel tout cela a été. Quand est-ce que vous allez alors associer des molécules, en mettre plusieurs? Si vous avez déjà une première petite réponse, partielle à l'antidépresseur, qu'il était bien toléré, qu'éventuellement vous avez déjà touché et ça n'a pas marché, alors il faut essayer d'ajouter quelque chose. Ils nous disent, si vous avez des leaders spécifiques, ajoutez du lithium 1 comme molécule du module, vous savez, du mois, et pourquoi est-ce qu'il parle de lithium ou d'hormones thyroïdiennes? Parce que à l'époque des spécifiques, ils avaient la main, c'était lithium, c'était hormones thyroïdiennes, maintenant il n'y a plus de hormones qui fait ça. Si vous avez mis un nécessaire, vous pouvez éventuellement ajouter comme une bon, ou un antipsychotique, ou même, comme je le disais tout à l'heure, par exemple, le Wellbutrin pour un symptôme. On va voir dans toute l'opération. Et puis pour le spécialiste, il y a d'autres options, mais que je ne vais pas détailler ici. Ce n'est pas le but. Il ne faut pas oublier la psychothérapie comme si 1 plus 1 égale 3. On attaque le problème, le plus bien que tu as, c'est plus bien. Petite remarque sur les antipsychotiques, j'y reviendrai tout à la fin de ma présentation de tout à l'heure, mais attention, lorsqu'on met un antipsychotique en traitement adjuvant, traitement d'augmentation dans la dépression bipolaire, on ne met pas la psychotique dans la clinique. On va mettre à des petites doses, et vraiment des petites doses, de l'ordre de, classiquement pour la psychiatrie, 100 à 300 mg. 300, c'est déjà beaucoup, parfois 100, 150, c'est déjà bien, 200, c'est déjà bien. La risperidone, 1 mg, le lanzapine, 5 mg, 10, c'est déjà beaucoup. La ripiprazole, 2,5, 5 mg, 10, c'est déjà une posologie antipsychotique. Donc vous voyez qu'avec les antipsychotiques, il ne faut pas monter trop vite, il faut haut dans cette indication du traitement adjuvant de la dépression. Maintenant, je vais voir avec vous rapidement les quelques caractéristiques des différents antidépresseurs que vous utilisez ici, parce qu'il y a vraiment des caractéristiques que l'on peut résumer et qui sont clés dans notre fluoxétine et paroxétine, deux molécules qui ont beaucoup d'interactions médicamenteuses, ce sont des inhibiteurs de 2,6, et je rappelle qu'un quart des médicaments que nous utilisons tous les jours sont métabolisés par le 2,6. Donc attention aux interactions médicamenteuses. Par contre, ces deux molécules sont dans des sens très différents. La fluoxétine, c'est le titanique, de vie extrêmement longue. Donc même quand on décide de freiner ou d'arrêter, il tire en fait pendant 3 semaines ou 1 mois certainement. Donc ça veut dire, autrement dit, que vous n'aurez pas difficile à l'arrêter. Vous pouvez manger 3 comprimés de fluoxétine par jour, c'est pour ça. Vous pouvez l'arrêter du jour au lendemain, le plus longtemps, il n'y aura aucun problème, parce que ça va diminuer progressivement. Par contre, les médecins et la paroxétine, à tous les coups, ce sera un catastrophe. Si vous prenez 40 mg de siroxate par jour et que vous voulez l'arrêter en 2 semaines, et que vous prenez depuis 1 an, ça n'ira pas. À tous les coups, vous aurez un syndrome de dysproportion du développement. La sertraline peut, d'interaction médicamenteuse, molécule un tout petit peu activative, parce que vous avez des petites piles dopaminergiques qui activement. Citalopram et citalopram, molécule bien tolérée, assez neutre, très prescrite, les plus prescrites parmi les séries. On nous dit juste attention, prolongation de spasticité quand on augmente les doses, surtout chez les patients âgés qui ont des facteurs de risque, sinon c'est un
Fluvoxamine, le floxitral, peut prescrire aussi pas mal d'interactions médicamenteuses et pas facile à arrêter en temps de nuit. Ça coûte de nuit. Si on va voir du côté des scénarios, la venlafaxine, attention, il sort, vous avez un nécessaire à 55 mg par jour. Si vous voulez la double action, si vous voulez agir sur la noradrénaline, il faut mettre 150. Le Cymbalta, la viloxépine, il est actif sur la douleur, c'est un produit assez activateur et qui est déjà noradrénergique, autant que sérotoninergique, à 300 mg. Il est d'emblée plus balancé que la veille. L'orimédicon, la miftazapine, vous savez, c'est un antidépresseur sédatif, c'est pour ça qu'on le donnera le soir. L'intérêt, c'est qu'il va améliorer le sommeil, et puis stimuler l'appétit, ce qui fait une bonne chose pour certains, il peut être une catastrophe si on le déjà en embauche. Il a aussi des effets anticholinergiques. Plus sédatif à quel niveau, c'est un peu plus activateur, parce qu'on y pense à deux. J'attire votre attention sur le fait que lorsqu'on combine l'effecteur et l'influence, c'est vraiment une combinaison très bonne, c'est le protectif. C'est vraiment une combinaison d'antidepresseurs qui récupère des situations qu'on n'avait pas eu que pour avec aussi le Wellbutrin, le bupropion, j'ai dit là, tout à l'heure, on va agir plus sur la touche dopaminergique, sur la sécurité du plaisir, c'est un produit activateur. Contre-indication, c'est l'épilepsie, bien entendu, étant donné activateur, pas de prise de poids, peu d'effets secondaires sexuels, mais comme il est activateur, certains patients qui n'ont pas le socle sérotoninergique vont mal le tolérer et vont être peut-être agités ou en feu. Donc on le prescrit finalement plus comme traitement adjuvant à la nécessité que comme traitement de première ligne au départ. Les tricycliques, je n'en dirai pas beaucoup plus, comme je dis, il ne serait pas vraiment en première ligne, ni en médecine générale, ni plus. L'avenir, ce sera certainement ceci. L'avenir, ce sera certainement d'aller vers des traitements individualisés pour nos patients qui vont tenir compte de toute une série de caractéristiques, et en particulier du fait qu'ils soient métabolisants lents ou rapides, ultra lents, ultra rapides, parce que comme vous le voyez sur ce schéma, si vous prenez par exemple en bas la venlafaxine, quand vous prescrivez 150 mg de venlafaxine, normalement, vous devez vous trouver dans la zone thérapeutique verte au niveau des dosages plasmatiques pour qu'ils soient vraiment efficaces. Donc, vous voyez qu'il y a toute une série de gens qui vont se trouver avec des plasmatiques bien plus hauts ou bien plus bas, et donc ça veut dire qu'il pourra avoir plus d'effets secondaires ou qu'il ne sera pas efficace dans cette situation. Maintenant, nous sommes aveugles par rapport à ça et nous augmentons progressivement la posologie en fonction de l'efficacité et de la tolérance. Demain, bien entendu, en faisant plus systématiquement de dosages plasmatiques, on pourra effectivement se rendre compte de si on est dans la zone thérapeutique ou pas, et surtout avec des dosages génétiques, avec des analyses génétiques, et ce qu'on a fait par des mécanismes lents, rapides, etc. Donc ça, c'est vraiment l'avenir, mais c'est quelque chose de... Un petit mot aussi sur l'avenir, c'est l'eskétamine. Alors, c'est un produit qui va arriver prochainement sur le marché, qui, je vous le dis de suite, ne sera pas disponible en médecine générale, mais vous en entendrez parler, puisqu'il y aura certains de vos patients qui vont bénéficier de ce. Ici, on court-circuite les voies monoaminergiques, et on va agir sur les voies glutaminergiques. C'est un antagoniste du. L'intérêt de cela, c'est qu'on aura une action beaucoup plus rapide que les antidépresseurs qui agissent sur les voies monoaminergiques, et on l'a vu tout à l'heure, il faut 2, 3, 4, 5, 6 heures avant qu'on puisse avoir une efficacité antidépressive. Avec l'eskétamine qui se combinera à des traitements antidépresseurs, on ira plus vite. Et ce sera aussi intéressant chez les patients avec des idées suicidaires, parce que vous savez, au problème de l'immunologie, c'est important pour le temps, parfois les patients ont le temps avant que la molécule ne soit. Ce sera uniquement administré en hôpital, donc même pas chez les psychiatres dans les cabinets, ce sera uniquement en hôpital. S'il y a résistance à deux traitements antidépresseurs bien conduits, vraiment bien conduits, vous savez, c'est une temps suffisant et à bonne dose si on se pose la question de combien de temps vous laissez le traitement. Alors, de nouveau, j'attire votre attention en médecine générale sur l'importance du cerveau positif. On peut toujours combien un traitement est commencé sur le terrain.
prescrire un infecteur à 75 mg et qui dit pendant la piqûre, j'ai fait mes œuvres, je l'ai vu, j'ai mis à la pied, tout ça. Et puis plus tard, il faut voir effectivement, est-ce qu'il y a des symptômes? Est-ce que l'anédonie a complètement suivi ou bien pas? Est-ce que j'ai intérêt à augmenter la dose ou pas? À complexifier le traitement comme on vient de discuter? C'est important, et c'est important, mais si généralement, je suis partenaire de plus. Il y a toute une série d'autres éléments qui vont entrer en ligne de compte pour évaluer le risque de victime. Généralement, on dit les choses comme ça. Premier épisode, on continue 6 mois après la rémission. Deuxième épisode, on est parti pour au moins 2 ans après la rémission. Et puis, il faut que ce soit il y a des patients qui sont dépressifs, avec une répétition, peut-être une maladie chronique, comme comme le diabète, qui ne va continuer des traitements qui vont durer. Un point d'attention, je ne plus la même. Un point d'attention, sur la posologie. La posologie du traitement de maintenance, elle est en principe celle du traitement aigu. C'est tout à fait important. Je l'ai mis en route parce que souvent, on se dit, ben voilà, le patient, il a répondu à 150 mg d'effexor, comme maintenant, il va mieux, il dit 75 mg. On continue à 150. C'est une erreur que l'on fait trop souvent au début. Maintenant, c'est à balancer avec les autres secondaires. J'avais un avocat qui a 300 mg d'effexor, il est tout à fait sorti de l'effexor, ce qui est complètement en âge quand il a répondu, en 225, il a déjà un peu loin de la situation à 300 mg. Donc, tout est à discuter, et il faut savoir que le principe est. Le syndrome de discontinuation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est souvent confondu par les patients comme étant le fait qu'ils font le plus dépendant. En fait, on n'est pas dépendant au traitement antidépresseur, mais si on l'arrête mal, ça ne se passe pas bien. Donc, on pourrait définir de cette manière. Ce sont des symptômes de feuillage qui débutent dans les 3 jours après l'arrêt d'un traitement antidépresseur et qui durent une à 2 semaines. Donc, tout est important. Si ça commence 3 semaines après avoir arrêté l'antidépresseur, ce n'est pas ça. Si le patient s'en plaint 2 mois après avoir arrêté l'antidépresseur, ce n'est pas ça non plus. C'est possible avec n'importe quelle classe d'antidépresseur. Donc, ça ne dépend absolument pas de la classe de l'antidépresseur. Par contre, c'est tout traitant avec les antidépresseurs qui ont une demi-vie courte. Et quels sont? C'est la paroxétine, la fluvoxamine et la valproate. Donc, avec le séroxate, le chlorcyclane et l'effexor, ce n'est pas facile. Il va falloir y aller prudemment et doucement. Quels sont les symptômes? Des symptômes de grippe, des symptômes d'insuline, des nausées, des troubles de la coordination, des vertiges par exemple, des troubles sensoriels, des sensations de choc électrique dans la tête, de l'agitation et de l'anxiété. Ça, ce sont vraiment les symptômes qui doivent vous dire, attention, le patient fait un symptôme de dysfonctionnement. J'ai encore vu cet après-midi, avant de venir à la présentation, une patiente qui a essayé d'arrêter l'effexor 75 mg à 0, et elle a fait un symptôme de dysfonctionnement, et donc elle a rediminué plus lentement en passant par le bras. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé de commercialiser les quantités. Parce qu'il y avait beaucoup de patients qui, en passant en 75, avaient des problèmes. Donc c'est vraiment quelque chose que l'on voit dans la vie de tous les jours. Donc le patient qui dit, moi docteur, non, je ne veux plus ta paroxétine, on m'a prescrit du séroxate il y a 2 ans, et quand j'ai voulu l'arrêter, c'était l'horreur, je ne suis pas parvenu de le prendre. La bonne question à lui, comment est-ce que en fait, docteur, je le prenais depuis 2 ans, je prenais 40 mg, et qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a arrêté pour 2 semaines, on a diminué moitié la première semaine, et la deuxième semaine, on a arrêté. Il fallait prendre plus de temps. L'attitude, c'est quoi? C'est d'y aller progressivement. De nouveau, en ville, prenez le temps. Si ça fait pas qui dure depuis 2 ans, avec la paroxétine, donnez-lui 2 mois pour l'arrêter. Il n'y a pas de souci. Le timing sera plus court si la dose est faible et le timing est plus long si vous arrêtez un traitement de maintenant ou le plus. Si les symptômes se manifestent, que vous ne pouvez pas les éviter, ce n'est pas grave, dans 2 semaines, tout sera parti. Si par contre, vraiment,
choc électrique qui ne doit plus, qui n'est pas anxieux, qui n'est plus électrique, vous mettez le traitement initial et on l'utilise de manière suivante. Enfin, pour ce volet sur la dépression bipolaire, quand est-ce qu'on va penser à réfléchir pour un avis psychiatrique? Il y a plusieurs options. Quand il y a un risque significatif de suicide, on est moins à l'aise que dans le général. Des patients qui présentent des dépressions avec la présence de symptômes psychotiques, vraiment de mélancolie délirante avec un délire chronique, tel que dans ces cas-là, il faut aussi neuroleptiser de plus, mais qui généralement est moins à l'aise que ça. Quand il y a une suspicion de trouble bipolaire, je vais en parler dans un moment, aussi dans général, même s'il faut avoir des effets importants. Quand il n'y a pas de réponse au traitement, il faut finalement qu'est-ce que je fais, est-ce que je dois continuer, est-ce que je dois indiquer, est-ce que je dois switcher, est-ce que je dois faire c'est intéressant d'avoir la vie. Tout ce que je viens de vous dire sur la dépression, vous pouvez le retrouver dans un article que j'ai publié en 2019 dans le Journal médical qui vient de la dépression en médecine générale, avec deux organigrammes que j'ai construits, c'est le diagnostic différentiel d'une symptomatologie dépressive, donc la et vous avez aussi un organigramme qui reprend les grandes lignes de traitement telles que je viens de vous. Ça, c'est pour la partie sur la symptomatologie dépressive. Nous avons des problèmes de son et on va essayer de les résoudre pendant 5 petites minutes. On reprend dans 5 minutes. Voilà, je vous propose de continuer maintenant avec le traitement médicamenteux des troubles anxieux. Alors, quand on parle de troubles anxieux, on parle de beaucoup de choses différentes. Il y a les troubles anxieux caractérisés, comme vous le savez, où il y a l'anxiété généralisée, les troubles paniques, les phobies. Puis vous aviez aussi les troubles post-traumatiques et obsessionnels compulsifs, même si maintenant on les a sortis quelque part des troubles anxieux dans le fameux DSM-5, dans la fameuse Bible des psychiatres, pour en faire une catégorie séparée, mais je vais quand même en parler parmi les troubles anxieux. Alors, si je peux avoir la main, voilà, parfait, sur le pointeur. Donc, quand on parle du traitement des troubles anxieux, donc ça peut être effectivement d'un trouble anxieux spécifique tel que je viens de les évoquer maintenant, mais ça peut aussi être l'anxiété comme symptôme de la dépression, on vient d'en parler, mais de sevrage aux substances, dans les troubles de personnalité, finalement, dans toute pathologie psychiatrique, hein, il peut y avoir de l'anxiété, dans réaction à des événements de vie chez les étudiants, avec la crise Covid maintenant, mais aussi de l'anxiété suite à des affections somatiques, je pense, ou cancer, ou encore d'autres affections somatiques. Alors, quels sont les psychotropes que l'on dispose? Eh bien, il y a ceux qui vont agir sur le complexe GABA. Alors, je rappelle que la première substance anxiolytique, c'est quand même l'alcool. Souvent, les patients ne nous attendent pas, nous médecins, pour s'aider. Ils commencent souvent par boire et ils découvrent que c'est vrai que ça les rend moins anxieux. Mais c'est évidemment, vous le savez tous, un leurre, puisque si on boit un peu trop, ben ça finalement, ça favorise le sommeil dans un premier temps, en tout cas l'endormissement, mais ça perturbe les phases du sommeil. Donc le sommeil est de mauvaise qualité et puis ça tire vers la dépression, comme on l'a dit. Bien sûr, aussi, toutes les benzodiazépines vont agir sur le GABA, les antidépresseurs, essentiellement les sérotoninergiques, tels que je les ai évoqués tout à l'heure, mais il y a aussi des antidépresseurs sédatifs qui peuvent agir sur l'anxiété. La trazodone, par exemple, la mirtazapine que l'on a évoquée agissent également sur l'anxiété. Les neuroleptiques qui sont relativement plus sédatifs, alors souvent maintenant c'est plus les atypiques, j'évoque la quétiapine à très faible dose par exemple, à 25 mg, on est essentiellement anti-anxieux, anxiolytique, c'est à dose plus importante qu'on est antidépresseur et à dose encore plus importante, on y reviendra, qu'on est vraiment neuroleptique antipsychotique.
Et puis, il y a, par exemple, la Tarax, comme antihistaminique, qui agit sur l'anxiété, les bêta-bloquants, même s'ils tirent également du côté de la dépression, c'est très connu dans l'anxiété somatique, par exemple, chez les musiciens, dans les conservatoires et autres, parce qu'il empêche finalement le rythme cardiaque de s'emballer, qui est souvent une première étape pour commencer à paniquer et à perdre le contrôle de ce que l'on fait. Donc, les bêta-bloquants, à ce point de vue-là, ont une vertu finalement anxiolytique. Et puis, alors, il y a des antiépileptiques et en particulier le Lyrica, la prégabaline, qui a d'ailleurs une indication dans l'anxiété généralisée, donc à des doses entre 150 et 600 mg, peut vraiment agir sur l'anxiété généralisée chez certains patients. Les benzodiazépines, je n'en dirai pas grand-chose puisque vous connaissez leurs propriétés communes. Elles sont anxiolytiques, elles sont sédatives, hypnotiques, anticonvulsivantes, antiépileptiques, myorelaxantes également. Et ce n'est pas la même chose pour chacune, on va y revenir. Mais le problème, c'est évidemment que ça peut donner de l'abus, de la dépendance, des problèmes cognitifs et j'en passe. La dépendance, elle se manifeste, comme vous savez, par le fait qu'on doit augmenter les doses de plus en plus importantes et puis que quand on arrête, on a vraiment un effet rebound. L'anxiété, elle est encore plus grande. Alors ici, un petit clin d'œil à feu le professeur Anso, évidemment, et ces fameuses étoiles qui nous a bien montré qu'effectivement, les différents benzodiazépines agissent sur ces différents versants anxiolytiques, myorelaxantes, etc., mais finalement, à géométrie variable, vous en avez qui sont plus anxiolytiques, comme l'alprazolam entouré en rouge, et aussi, par exemple, le tranxène, certainement, le Temesta également. D'autres qui sont plus myorelaxantes, c'est le fameux Valium, puisqu'on a un torticolis, le Valium est certainement une benzo intéressante. D'autres qui sont plus à visée antiépileptique, c'est par exemple le Rivotril, et d'autres qui sont plus finalement à fonction de somnifères, c'est le fameux Loramet, le lormétazépam par exemple, pour dormir. Quant au sevrage au benzo, si j'ai un conseil à donner, de nouveau, allez-y doucement. On va toujours trop vite. Si un patient prend des fortes doses de benzo depuis longtemps, vouloir les arrêter sous 3 semaines, c'est un leurre. J'ai même connu une patiente qui sortait d'un hôpital psychiatrique et qui a fait, juste après son sevrage de 3 semaines, une crise d'épilepsie parce qu'évidemment, on avait été trop vite dans le sevrage. Donc, pensez à aller prudemment et lentement, sinon, vous savez, il y a le risque notamment de délirium tremens. Quant à la place des antidépresseurs dans les troubles anxieux, là de nouveau, message important en médecine générale, le traitement de fond des troubles anxieux, ce ne sont pas les benzodiazépines, ce sont les antidépresseurs. Ce sont vraiment les antidépresseurs qui sont le traitement de fond. Alors, de nouveau, quelques points d'attention. Je n'en dirai pas beaucoup, mais quelques points d'attention en médecine générale. Les patients qui ont des attaques de panique, de nouveau, pensez à y aller doucement. On ne commence pas avec la dose qu'on utilise dans la dépression. Si vous voulez traiter des attaques de panique avec du Cipralexa 10 mg, ça n'ira pas. Vous allez perdre beaucoup de patients en route qui ne vont pas le supporter. Il faut commencer avec des faibles doses. En général, c'est la moitié de la dose. Commencez avec 5 mg et puis vous augmentez. Même chose pour tous les antidépresseurs. Les C-séries sont en première ligne. Les tricycliques peuvent l'être, mais plutôt en deuxième ligne, de nouveau, à faible dose, et c'est plus l'anafranil qui est le plus prescrit. Dans les phobies sociales, là aussi, ce sont certainement les C-séries, et là, on peut par contre les utiliser à des doses normales. Donc, c'est vraiment les attaques de panique où il faut commencer à faible dose. Le trouble obsessionnel compulsif, de nouveau, point d'attention. SSRI, ce sont les SSRI, ce ne sont pas les SNRI, ce n'est pas la venlafaxine, ce n'est pas la duloxétine, ce sont les SSRI, en première ligne. Et les doses, on va devoir monter dans les doses. Alors moi, je le dis toujours à mes patients toqués, parce qu'évidemment, ils sont souvent aussi très obsessionnels. Et donc, si vous leur mettez une faible dose, puis que vous les voyez que vous augmentez la dose, ils sont trompés. Vous n'avez pas tout dit. Donc, moi, je leur dis, écoutez, on met un traitement, mais on va devoir monter dans les doses. Et on utilise des doses plus importantes que dans la dépression. Et il faut attendre entre chaque palier parce que le temps d'amélioration, vous voyez, peut aller jusque 3 mois. Donc parfois, quand on a doublé la dose, on attend 2 mois, 2 mois et demi avant d'augmenter encore la posologie.
L'anafranil aussi, hein, à forte dose, vous voyez, hein, jusque 250 mg, on a pas mal d'effets secondaires, notamment de sécheresse de bouche, voire de tremblements, de stimulation de l'appétit. Hein, on a tous ces effets secondaires, bien sûr, à des fortes doses comme ça. L'anxiété généralisée, finalement, c'est aussi bien les CCRI que les CNRI à des posologies normales. Donc, c'est vraiment dans les attaques de panique qu'il faut y aller doucement. Dans l'anxiété généralisée, la prégabaline, hein, je l'ai dit, le Lyrica, c'est pour ça que je l'ai mis en bleu, ce n'est pas un antidépresseur ici, bien sûr, c'est un antiépileptique, mais à l'indication, pensez-y, ça peut aider certains patients. Dans les stress post-traumatiques, ce sont les CCRI et les CNRI, et de nouveau à posologie normale. Quant aux antipsychotiques, hein, dans l'anxiété et dans ce que j'appellerais la dépressivité psychosomatique, eh bien, de nouveau, méfions-nous. C'est ce que j'appelle des cadeaux empoisonnés. Parce que donner un peu de sulpiride, donner un peu de dopamine, donner un peu de déanxite à un patient qui est anxieux, qui est un peu psychosomatique, qui est un peu déprimé, il va aimer. Il va aimer, mais pourquoi est-ce que c'est un cadeau empoisonné? Parce que il y a le risque de dyskinésie tardive. J'en parlerai un tout petit peu quand je parlerai à la fin des antipsychotiques, mais ça, c'est quand même, ça peut être redoutable, hein, chez des patients qui ont reçu parfois des faibles doses de dopamine ou de dioxyde. Donc, moi, j'ai l'habitude de dire, je ne le mets pratiquement jamais en première intention. Je le represcris chez des patients qui en ont eu et qui ont difficile de s'en passer, parce que là, par contre, ils ont souvent difficile et ils aiment mieux ça que n'importe quelle SSRI que vous allez leur mettre par après. Mais je trouve qu'on doit être très prudent, notamment par rapport au risque de dyskinésie tardive. Et alors, pour la petite histoire, c'est parfois, ça se cache dans des prescriptions magistrales. Hein. J'avais une patiente relativement âgée qui était venue me consulter et je voyais qu'elle avait des dyskinésies orofaciales relativement importantes. J'ai essayé dans mon anamnèse pendant une demi-heure de lui faire cracher le morceau et de savoir quel était l'antipsychotique qu'elle avait reçu. Bien sûr, je lui ai parlé de dopamine, bien sûr, je lui ai parlé d'anxite. Non, 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 docteur, j'ai rien reçu de tout ça. Je lui ai dit, mais d'où est-ce que ça vient? Et puis, 8 jours après, sa fille me téléphone, me dit, docteur, on a oublié, est-ce que vous pouvez prescrire la prescription magistrale parce qu'elle prend quelque chose pour dormir, une prescription magistrale, dans laquelle il y avait de la valériane, de la passiflore et du sulpiride. Voilà d'où venait cette dyskinésie orofaciale tardive. Hein. Cette patiente a été bien améliorée avec des petites doses de tétrabénazine. On donne la maladie du Huntington. Hein, donc, ça peut aider chez les patients qui ont des dyskinésies tardives après cela. Donc, il faut y penser, ce sont des pièges, comme je dis. Je n'en dis pas plus pour les troubles anxieux, on peut y revenir dans les questions si vous le voulez. Troubles bipolaires en médecine générale. Donc ici, le but n'est pas évidemment de faire un cours sur les troubles bipolaires de manière exhaustive, mais plutôt de nouveau de mettre des points de repère utiles en médecine générale, puisque vous êtes en première ligne et parfois faire le diagnostic peut sauver des vies. Vous le savez, l'humeur, c'est pas un long fleuve tranquille. Ça aussi chez tout le monde, mais chez certains, ça aussi beaucoup plus que chez d'autres. Hein. Quand l'humeur est vraiment enflée, ça va vers la manie. Quand elle est vraiment trop basse, ça va vers la dépression. Et quand elle est un peu trop haute, mais pas aussi haute que dans la manie, on va parler d'hypomanie. Alors, il y a plusieurs manières de décrire les troubles bipolaires, mais si je veux le faire de manière extrêmement simple et caricaturale, on peut dire troubles bipolaires type 1, c'est ceux qui font des dépressions et des manies. Les bipolaires type 2, c'est ceux qui font des dépressions comme le type 1, mais qui ne vont jamais faire de manie. Ils vont juste faire de l'hypomanie, donc un peu trop haut, mais pas aussi haut que dans la manie, d'accord? Si un patient est catégorisé de type 2 et puis qu'il nous fait à un moment donné un épisode maniaque, on dit voilà, diagnostic, c'était le type 1. Hein, donc, parce qu'on s'est trompé quelque part, c'est devenu un type 1. Et puis alors, il y a ceux qui voyagent, qui oscillent entre deux eaux, ça monte un peu trop, ça descend un peu trop, hein, et ça bouge comme ça de manière assez rapide et sur une longue durée, pendant 2 ans, on dit ce sont des cyclotymes. Alors cette dia est très importante parce qu'elle vous dit quoi? Elle vous dit que vos patients passent plus de temps en dépression qu'en manie. La manie, elle est souvent spectaculaire, mais on va voir, c'est finalement très facile de traiter la manie. C'est beaucoup plus compliqué de traiter la dépression bipolaire et pourtant nos patients ont plus de temps en dépression bipolaire. Mais ça veut aussi dire qu'on rate, retenez-le bien, en moyenne, le diagnostic de bipolarité de 10 ans.
de 10 ans. Pourquoi? Parce qu'on considère que les patients sont dépressifs unipolaires. D'accord? Parce qu'il y a tous ceux qui ne commencent pas par un épisode maniaque inaugural à l'adolescence, début de l'âge adulte, mais qui font des dépressions à répétition. Et puis, il y a des petits indices que je vais vous montrer sur lesquels il faut s'attacher, poser, mais est-ce qu'on n'est quand même pas dans le spectre de la bipolarité? Donc, très important en médecine générale aussi. Attention, chez des dépressifs qui refont des épisodes à répétition, est-ce qu'on n'est quand même pas du côté du spectre bipolaire parce que le patient passe beaucoup plus de temps en dépression qu'en manie. Voici une dia extrêmement importante, c'est sans doute la plus importante en médecine générale par rapport à la bipolarité. Quand est-ce qu'il faut suspecter une bipolarité? De nouveau, devant des signes de dépression un peu atypiques. L'hypersomnie, le patient qui dort trop, si ce n'est pas un écureuil, s'il n'est pas en train d'hiberner, s'il n'a pas une dépression saisonnière, pensez à une bipolarité. Il mange trop, il prend du poids, il mange du sucre, il a besoin de chocolat, il fait ses réserves, c'est comme mes coils, je leur donne une nourriture plus grasse au mois de septembre et maintenant tout le monde dort, ils vont se réveiller quand la température fera 10 degrés. La dépression saisonnière est un reliquat de la phylogenèse, de l'évolution des espèces. Si ce n'est pas une dépression saisonnière, pensez à la bipolarité. Le patient, il a une paralysie de plan, il est très ralenti, il fait des dépressions psychotiques avec des idées de ruine, mélancoliques, ou alors, comme je l'avais chez une patiente qui était considérée comme unipolaire jusque-là, parce qu'elle ne faisait que des épisodes soi-disant unipolaires, quand elle allait mieux, elle était un petit peu hypomane, elle était un tout petit peu désinhibée, il y avait une proximité un peu trop importante. Je me dis, tiens, cette patiente, est-ce qu'on n'est pas dans le spectre de la bipolarité? Et puis, et ça ne se trouve pas sur la dia, ce qui m'a donné le diagnostic à un moment donné certain, c'est que, alors que elle, ma patiente, était hospitalisée pour une dépression dans notre service, sa fille, qui venait d'accoucher, fait une dépression du postpartum. J'ai considéré que ma patiente était dans le spectre de la bipolarité parce que, de nouveau, les phénomènes de postpartum sont plus fréquents quand il y a une certaine endogénicité, sont plus fréquents du côté bipolaire. Mais, et c'est ça qui est compliqué, c'est ça qui est un art, rien n'est à couper au couteau puisque, bien sûr, on peut faire une dépression du postpartum et ne pas être bipolaire pour la cause. Mais pensez-y quand les signes s'accumulent, plus que 5, nous dit-on là, vous devez y penser. Quand des patients qui commencent très tôt à faire des dépressions, quand il y a de multiples épisodes de dépression à répétition, ça doit attirer notre attention sur une certaine endogénicité. Et puis alors, quand il y a une histoire familiale positive de bipolarité, ben là, on se dit, on a pratiquement tout pour faire le diagnostic. Donc, il faut y penser. La réponse au traitement antidépresseur aussi peut nous aider. Les patients qui ne répondent pas au traitement antidépresseur, alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand on met un traitement antidépresseur, il y a environ un tiers des patients qui ne répondent pas. Chez les bipolaires, c'est la moitié qui ne répondent pas au premier traitement qu'on leur met. Ou bien les patients commencent à répondre et puis ne répondent plus de nouveau. Vous voyez, c'est environ un patient sur 2 qui est en bipolarité. Ou bien alors, il fait un switch, on lui met un antidépresseur et c'est là qu'il vire. Et c'est là qu'on a le diagnostic. J'avais le fils d'une de mes patientes qui commence à faire une dépression. Ma patiente est bipolaire. Sa mère est bipolaire. Le patient est à l'échec. Première année, grande distinction. Deuxième année, dépression sans raison. Je me suis dit, merde, il commence aussi vraisemblablement la bipolarité. Est-ce qu'il ne commence pas une dépression bipolaire? Malheureusement, le psychiatre qu'il a été voir n'a pas fait une anamnèse suffisamment fouillée et lui a pensé qu'il était dépressif unipolaire et lui a mis le Prozac. Évidemment, celui qu'il ne fallait pas mettre, puisque le Prozac, vous le savez maintenant, c'est celui qui a la plus longue demi-vie, c'est le Titanic de tout à l'heure. Quand il a commencé à switcher, qu'il était complètement hypomane, que les amis volaient les bijoux de la maman, qu'il a détruit la voiture, ben, on a dû attendre évidemment des semaines, des mois pour calmer le jeu, puisque le Prozac courait encore pendant des semaines. Donc, ce ne sont pas des vues de l'esprit, c'est de la clinique de tous les jours. Donc, pensez-y, c'est des petites choses comme ça qui peuvent aider. Alors, le problème, c'est quoi? Ben, c'est que la manie, c'est très facile à soigner. Vous avez toute une série ici de molécules qui traitent la manie. Je vais les résumer dans la dia suivante. Mais vous voyez que pour la dépression bipolaire, ça c'est beaucoup plus compliqué. On a très peu de choses pour soigner la dépression bipolaire. Je reprends ça sur la dia qui suit.
Contre la manie, qu'est-ce qu'on peut utiliser? C'est très facile, tout marche. Le lithium, ça fonctionne, mais ça met du temps. Donc, si le patient il démonte la maison, c'est pas en mettant du lithium qu'on va l'aider. Hein. On va devoir certainement neuroleptiser. Les neuroleptiques vont plus vite en action que le lithium. Les antiépileptiques vont aussi plus vite que le lithium. La dépakine, le tegretol, ce sont souvent des premières lignes. Par contre, contre la dépression, on a beaucoup moins de choses. Comme antiépileptique, c'est surtout le lambipol, la lamotrigine. Mais je dis bien contre la dépression, ne l'oubliez pas contre la manie. Alors, je vous raconte encore une histoire. Quand j'étais encore à Saint-Luc, nous avons un patient qui est arrivé hospitalisé. Pourquoi? Parce qu'il était complètement maniaque. Et pourquoi est-ce qu'il était maniaque? Parce qu'il était traité jusque-là par du lithium et du lambipol. Et puis, il commence une insuffisance rénale et son médecin se dit, je vais devoir arrêter le lithium, mais il n'y a pas de problème. Il a un stabilisateur de l'humeur, il est sous lambipol. Il arrête le lithium et qu'est-ce qui se passe? Le patient vire en maniaque. Vous le voyez sur la dia, le lambipol est actif contre la dépression, mais pas contre la manie. Les antipsychotiques atypiques peuvent aussi nous aider. Sur la dépression, c'est surtout le séroquel qui va être peut-être le plus efficace. Les antidépresseurs, oui, on va les mettre, mais je vais mettre des bémols, mais jamais en monothérapie. C'est presque une erreur médicale de mettre un antidépresseur en monothérapie quand on a fait le diagnostic de bipolarité, puisqu'évidemment, le risque, c'est qu'il switch en manie. Donc, il faut y penser. Alors, le lithium, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est une vieille molécule, on n'utilise plus maintenant. Où est-ce qu'on va encore mettre cette molécule en première intention? Elle est encore très prescrite. Et elle est encore très prescrite, même en première intention. Pourquoi? Vous le voyez en rouge, les patients sous lithium se suicident moins que les patients qui sont sous n'importe quoi. Et ça peut paraître un peu bizarre parce que, vous savez, le lithium, c'est une molécule dangereuse. Faire une tentative de suicide au lithium, on est parti pour les soins intensifs, il y a des risques d'arythmie cardiaque, mais les patients sous lithium se suicident moins que les patients sous n'importe quel autre stabilisateur de l'humeur. Donc, malgré le risque, oui, peut-être d'insuffisance rénale, mais à l'heure actuelle, on prescrit aussi le lithium à des taux où on vise des taux plus bas, vers 0,5, 0,6, plutôt que vers 0,8, 0,9, voire encore plus haut. Et donc, c'est une molécule qui est encore fort prescrite. 2 mots complémentaires pour les antidépresseurs. Les bipolaires, je l'ai dit, passent plus de temps en dépression qu'en manie. D'accord? Jamais d'antidépresseurs en monothérapie, le risque c'est le virage maniaque, toujours en association avec un stabilisateur de l'humeur. La résistance de la dépression au traitement antidépresseur peut être un argument diagnostique, comme je l'ai dit. Et alors, surtout, si vous décidez d'en mettre un en médecine générale, allez d'abord viser des choses simples. Un nécessaire, un cipralexa, un serlin, une paroxétine. Si ça ne va pas, alors on va éventuellement vers des molécules plus complexes, vers des scénéries, vers la venlafaxine, vers la duloxétine. Et puis, dans les cas complets réfractaires, on va vers les tricycliques. Mais étant donné qu'il y a ce risque de virage, on ne va pas sortir la grosse artillerie si on peut s'en tirer avec quelque chose de moins fort. Donc ça, c'est quelques considérations extrêmement pratiques, à la fois sur le diagnostic et sur la prise en charge en médecine générale, mais on peut y revenir dans les questions. Et enfin, pour terminer, quelques considérations sur les antipsychotiques en médecine générale. Alors, les antipsychotiques, je ne vais pas parler beaucoup des antipsychotiques typiques, vous les connaissez, ils sont un vieux comme le monde, dans les années 1950, on a été très content de les voir arriver. Ils ont combattu les symptômes positifs de nos patients, surtout schizophrènes. Ils sont aussi très actifs dans la manie, dans la bipolarité, dans la phase maniaque. Et vous savez qu'il y a plusieurs classes. Il y a des molécules complètement bateaux, comme le nargactyl, comme l'aldol, le fluoxol, le dormatyl et ainsi de suite. D'accord? L'action bénéfique, elle est en verte, ici, c'est qui bloque les récepteurs à la dopamine au centre du cerveau, la voie 2 au niveau mésolimbique, au centre du cerveau. Et c'est ça qui diminue les symptômes positifs, les délires, les hallucinations. C'est ce qu'on veut. Mais le prix à payer, c'est qu'on bloque la dopamine partout dans le cerveau.
Or, la dopamine, elle fait partie d'autres circuits, et ça, c'est un problème. Bloquer la voie nigrostriée, ben, ça donne du Parkinson, ça donne des effets extrapyramidaux. Bloquer la voie mésocorticale, la voie 3 qui va au niveau frontal, ben, ça fait que les patients ont plus de symptômes négatifs. Donc, il y a déjà des symptômes négatifs dans la schizophrénie. Si on bloque encore cette voie-là, ben, le patient, il va encore être moins réactif, avoir plus de symptômes négatifs. Si on bloque la voie tubéro-infundibulaire, eh bien, à ce moment-là, on peut avoir des augmentations de prolactine avec des gynécomasties, des galactorées, etc. Donc, ça, c'est le prix à payer pour bloquer finalement la voie qui est en verte, la voie mésolimbique qui nous intéresse. Alors, juste un mot sur les dyskinésies tardives. Je vous disais tout à l'heure, c'est redoutable, avec parfois des déanxites, parfois avec des petites doses même de dopamine. Quels sont les facteurs de risque de développer ces dyskinésies tardives? Vous voyez, ça augmente avec l'âge. Au plus le patient avance en âge, au plus c'est important. Le sexe féminin est un facteur de risque. Plus souvent dans les troubles dépressifs que dans la schizophrénie, par exemple. Quand on utilise des toxiques qui agissent aussi sur les voies dopaminergiques, je pense à la cocaïne, par exemple. Mais aussi chez des patients qui, lors d'utilisation de neuroleptiques en aigu, vont déjà avoir des effets extrapyramidaux en aigu, qui supportent déjà mal en aigu le neuroleptique. Attention aux dyskinésies tardives. Et puis alors, les fortes doses, c'est pour ça qu'on essaye d'utiliser des doses parfois moins importantes quand on peut le faire. La durée de traitement, au plus la durée est longue, au plus le risque est là. Et puis alors, il y a aussi des choses comme des expositions intermittentes. On dit mettre un antipsychotique, l'arrêter, le remettre, l'arrêter, etc. Ça peut finalement sensibiliser les récepteurs et finalement être plus toxique qu'il ne le faut. Ensuite, dans l'histoire, vous le savez, on était dans les années 70, il y a le premier neuroleptique atypique qui est apparu, c'est la clozapine, c'est le Liponex. Pourquoi est-ce qu'on a dit atypique? Parce qu'il bloque les récepteurs dopaminergiques, mais aussi il bloque les récepteurs sérotoninergiques 5-HT2A. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il va corriger, si vous voulez, notamment au niveau des voies nigrostriées, le blocage de la voie dopaminergique. Et donc, il va donner un peu moins d'effets extrapyramidaux que les neuroleptiques de première génération. D'accord? Alors, ceci, c'est pour vous montrer que dans les atypiques, il y a encore des poires et des pommes. Ce ne sont pas toutes les mêmes, les molécules. Regardez, ici, on a aligné tous les antipsychotiques comme s'ils avaient la même affinité sur les récepteurs D2. D2, c'est le petit losange que vous voyez qui se trouve, ils sont alignés tous sur la barre du 1, comme s'ils avaient la même affinité pour ce récepteur dopaminergique D2. Mais vous voyez que pour les autres récepteurs, ils ont des affinités très différentes. Prenez les pines, la clozapine, l'olanzapine, la quétiapine, vous voyez qu'ils ont des affinités pour les récepteurs histaminergiques et muscariniques bien plus importants avant d'aller attaquer les récepteurs dopaminergiques des deux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir de la prise de poids. Quand vous bloquez l'histamine, vous avez de la prise de poids. Ça veut dire que vous allez avoir de la somnolence. Ça veut dire que vous allez le donner le soir. Ça va calmer, ça va être anxiolytique, ça va calmer. Mais prenez les aunes, cette fois-ci. Prenez la risperidone, le risperdal. Prenez la palipéridone, l'Invega. Voilà que vous avez nettement moins d'affinité sur les H1 et les récepteurs muscariniques. Donc, vous avez des molécules qui vont faire prendre moins de poids, qui vont être moins sédatives, qui vont faire manger moins, parce que leur profil réceptologique, même s'il se trouve dans les atypiques, est un peu différent. D'accord? Donc, si je les revois rapidement avec vous, les pines, retenez, elles sont plus sédatives et elles font prendre plus de poids, mais elles ont moins d'effets extrapyramidaux. C'est quoi? C'est l'olanzapine, c'est la quétiapine. Et vous voyez que la quétiapine, vous avez 3 molécules en une. À 50 mg, la quétiapine, elle est anxiolytique, on l'a dit tout à l'heure dans l'anxiété. Mais à 300 mg, elle est antidépressive. Et si vous voulez aller attaquer les idées délirantes ou les hallucinations, vous devez monter au moins à 800 mg, voire encore au-delà. Donc, la molécule a des doses différentes, c'est pas la même molécule. D'accord? La clozapine, c'est plus dans les schizophrénies résistantes, je n'en parle pas beaucoup. Puis, vous avez les aunes.
Ben, les aune, on l'a dit, elles sont moins sédatives, elles font prendre moins de poids, mais vous allez, le contrebalance, c'est qu'un bloc plus les D2, donc vous aurez plus d'effets extrapyramidaux. C'est le risperdal, qui existe sous différentes formes, y compris le risperdal constat. C'est l'Invega, qu'on donne en une seule prise par jour, et c'est l'Invega qu'on donne en injection, le palmitate de palipéridone, c'est le Xépion, qu'on injecte une fois par mois, ou alors vous avez peut-être aussi certains patients chez qui ils reçoivent une injection de palipéridone dépôt qu'on injecte tous les 3 mois. Le Trevicta, c'est tous les 3 mois. Alors, donc, vous voyez que quand même, là, c'est un progrès considérable dans les cas de schizophrénie où parfois 4 injections sur l'année suffisent pour couvrir le patient au niveau de son traitement antipsychotique. Puis, vous en avez d'autres, le Sertolect est peu prescrit, je n'en dis rien. Le Soliant, c'est un bloqueur D2 assez puissant, donc très vite, vous allez avoir des extrapyramidaux aussi, mais vous n'allez pas agir beaucoup sur l'histamine, donc vous n'allez pas vraiment avoir de gros problèmes avec la prise de poids. Les effets secondaires, pour les antipsychotiques atypiques, ils sont surtout métaboliques, donc vous le voyez bien, et on l'a dit, plus vous avez des PIN, plus vous avez des problèmes métaboliques. Olanzapine, clozapine, kétiapine, plus de problèmes métaboliques, bien plus que la misulpride, bien plus que l'aldol, par exemple, qui fait prendre nettement moins de poids, mais qui va vous donner des effets extrapyramidaux beaucoup plus importants. Médecine générale, très important aussi de suivre tous ces paramètres métaboliques au fur et à mesure du temps. Maintenant, souvent, il y a des gens qui prennent beaucoup de poids et puis finalement, on espère qu'à un moment donné, on arrive à un plateau. Maintenant, il y a des patients, quand ils ont pris du poids, mais quand ils sont tellement bien dans leur tête, parfois, ils prennent la gestion de leur poids d'une manière plus importante. J'ai un patient qui avait pris 20 kilos sous clozapine, sous Liponex, et puis à un moment donné, je voyais qu'il maigrissait, je me dis, il ne prend plus mon traitement. Je me suis dit, ça, c'est il ne prend plus mon traitement, mais il allait bien, et je voyais qu'il ne redélirait pas. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais il était tellement bien dans sa tête, il avait été voir une diététicienne, et qui cuisait son poisson, qui peut cuisiner ses légumes. C'est pas tous les patients schizophrènes, mais il y en a aussi qui sont comme ça. Donc, parfois, quand on est vraiment bien dans sa tête, on prend aussi mieux en considération certains risques. Et puis alors, il y a une molécule qui est arrivée encore après ça, qui est l'aripiprazole, l'Abilify, qui lui, c'est un antagoniste partiel de la dopamine. Donc, il stimule le système dopaminergique quand il y en a trop peu, notamment dans la schizophrénie, au niveau du cortex frontal, les symptômes négatifs, il y en a trop peu, il va plutôt stimuler, donc réduire les symptômes négatifs. Et là où il y a trop de dopamine, c'est au niveau mésolimbique, c'est en rapport avec les hallucinations, là, il va donner plutôt moins de symptômes positifs puisqu'il va agir plutôt comme bloqueur, il va aller plutôt inhiber ce système dopaminergique. C'est en général un produit un peu activateur, donc on le donne plus fréquemment le matin que le soir, à des doses de 10 à 30 mg par jour. Il a moins d'effets métaboliques que les PIN, mais attention, les patients prennent du poids. J'ai encore revu une patiente cet après-midi chez qui on a pu arrêter l'Abilify, elle m'a dit rien que le fait d'avoir arrêté l'Abilify, elle avait perdu 4 kilos, rien que le fait de l'avoir arrêté. Donc, il faut quand même y penser. Les indications, vous le savez, elles sont vraiment très, très larges. On utilise parfois les neuroleptiques pour beaucoup de choses. Alors, certains disent à tort et à travers, mais on est quand même content de les avoir pour toute une série d'indications, bien sûr dans la schizophrénie et les troubles schizophréniformes qui ressemblent à la schizophrénie, les troubles délirants dans la paranoïa, par exemple, même si c'est plus compliqué, ça ne répond pas aussi bien que dans la schizophrénie, les psychoses qu'on appelle schizoaffectives, où on se trouve entre le trouble bipolaire et la schizophrénie, dans les troubles de l'humeur, qu'on soit dans la manie, mais aussi dans les dépressions mélancoliques. Je vous ai dit qu'on traite la dépression mélancolique par des antidépresseurs plus neuroleptiques, toujours neuroleptiques, d'accord? Les troubles psychotiques qui interviennent au cours de démence, lors de prise de drogue, de sevrage de médicaments, oui, certainement. Dans des problèmes du comportement, dans l'autisme, chez des handicapés mentaux, parfois pour réguler un peu le comportement, on les utilise. Dans les problèmes de personnalité, chez les borderline, il n'y a aucune molécule qui a une indication, mais on est content d'avoir aussi les neuroleptiques à côté des antidépresseurs. Dans le problème du contrôle des impulsions, des troubles sexuels, certainement, il y avait avant le Frenactyl qui était connu pour ça. Puis aussi, n'oublions pas, il y a toute une série d'autres indications dans le vomissement, le hoquet, le bégaiement. Souvent, c'est le primpéran qui est utilisé, donc il y a aussi des neuroleptiques
qui se cache derrière ces molécules. Le propyran bloque les récepteurs dopaminergiques. Les problèmes du sommeil aussi, on est content d'avoir des neuroleptiques sédatifs. Et enfin, vraiment pour terminer, quelques repères en médecine générale où on se dit parfois, ben tiens, si j'ai tel problème, alors je ferais mieux d'aller vers un autre neuroleptique que celui qui est en place. Je prends des exemples. Si vous avez des effets secondaires extrapyramidaux, ben on a dit c'est surtout les aunes. Donc vous n'allez pas mettre un aune, vous allez plutôt aller vers une pine, la kétiapine par exemple. Si vous avez un problème de dyskinésie tardive, vous allez vouloir bloquer un peu moins la dopamine, donc ça va être l'épine, clozapine ou kétiapine. Si vous avez une prise de poids et des problèmes métaboliques, ben là, vous allez éviter l'épine, puisqu'on a dit l'épine vont faire prendre du poids, elles sont plus sédatives. Vous allez plus aller vers la bisulpride, vers le Soliant ou vers l'aripiprazole, par exemple, certainement, la Abilify. Si vous avez des problèmes d'hyperprolactinémie, ben, c'est ceux qui bloquent très fort les D2, donc c'est surtout les aunes. Vous allez aller plus vers une pine ou vers l'aripiprazole. Si vous avez des problèmes sexuels, ben, de nouveau, ceux qui bloquent plus la dopamine, notamment, et qui s'accompagnent d'une augmentation de la prolactine, c'est surtout les aunes, c'est surtout la risperidone, par exemple, ou bien la palipéridone, l'Invega. Et vous allez favoriser l'épine, l'olanzapine, la kétiapine, voire l'aripiprazole. S'il y a des problèmes de nouveau métaboliques, hyperglycémie, vous allez éviter l'épine, aller vers le Soliant, aller vers l'aripiprazole, voire l'aldol, moins de problèmes métaboliques. Ceux qui sont trop sédatés, vous allez éviter l'épine, puisqu'on a dit tout à l'heure, l'épine rend plus fatigué. Allez plutôt vers une aune, la risperidone, ou vers le Soliant, ou vers l'aripiprazole. Et si vous avez des problèmes d'espace cuté au niveau cardiaque, là, l'aripiprazole est certainement un bon choix également. Donc, vous voyez qu'en fonction de la symptomatologie et en fonction des problèmes auxquels on se trouve confronté, ça vaut la peine parfois de changer de molécule. Et vraiment, pour terminer, ceux qui veulent encore en savoir plus là-dessus, j'ai écrit il y a plusieurs années un article, ça c'est l'abstract qui est en anglais, mais l'article est en français dans la revue de l'Encéphale, il y a plusieurs années, qui donne toute une série d'indications sur les changements d'antipsychotiques et ça peut être aussi des repères intéressants en médecine générale. Voilà un peu pour avoir dressé ces différentes problématiques des psychotropes en médecine générale et maintenant je me tiens à votre disposition bien entendu pour des questions. Voilà, on remercie le professeur Constant pour son exposé. Ça va être difficile de faire les questions-réponses parce que il y a des questions qui ont été posées pendant l'intervention auxquelles le professeur Constant a déjà répondu. On va lui demander simplement après la séance de ce soir de jeter un œil sur les quelques questions qui sont apparues au fil de son exposé et peut-être d'y répondre pour une diapositive en plus qu'il mettra avec le diaporama que vous venez de voir maintenant sur le site de la MLG, comme d'habitude pour les diaporamas de nos conférences du vendredi soir. Je remercie de nouveau le professeur Constant pour son intervention. Il a inauguré notre service de conférence e-learning. La prochaine conférence se fera le vendredi 15 janvier et ce sera une conférence consacrée à l'intelligence artificielle en médecine. Je remercie de nouveau le professeur Constant et je lui rends la parole pour vous dire bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà, merci beaucoup pour cette expérience. Je suis très, très flatté de cette invitation. Je vous remercie beaucoup. S'il y a des questions, vous pouvez bien entendu me les faire parvenir. J'essaierai d'y répondre dans la mesure de mes possibilités. Et sinon, je vous souhaite en tout cas une bonne soirée et surtout de bonnes fêtes et surtout, comme on dit actuellement, prenez soin de vous. À bientôt.